Salut et bienvenue sur Nouvelle Économie. Le 19 septembre 2022, la reine Elisabeth II a été inhumée. Et cette cérémonie a été un grand coup de force de la Grande-Bretagne qui en a profité pour nous rappeler qui dirigeait le monde et surtout qui ne le dirigeait pas. Tandis qu'en Afrique francophone, cet événement a été accueilli avec pas mal de laxisme et de légèreté, comme c'est souvent le cas. Dans l'Afrique anglophone, le débat a été beaucoup plus houleux pour des raisons évidentes historiques. Dans cette vidéo, on parlera de l'impact du règne d'Elisabeth II sur l'Afrique. Nous allons rappeler 3 épisodes qui démontrent pourquoi l'Afrique, ou du moins une partie, n'a pas pleuré la reine Elisabeth II. Durant les années 30, tandis que le Kenya était dominé par la Grande-Bretagne, les Kikuyu, groupe ethnique le plus dominant du pays, tant en termes de population et aussi au niveau économique, ont été délocalisés par les colons dans l'optique d'exploiter leurs terres montagneuses. Pendant des années, ces terres ont été exploitées par les colons sans qu'il y ait une grande révolte ou alors de grandes manifestations de ce peuple Kikuyu qui se sentait vraiment affaibli et qui n'avait pas également le soutien de toute la population kenyane. Et après la Deuxième Guerre mondiale, un grand élan nationaliste a dominé la plupart des pays d'Afrique et le Kenya n'y a pas échappé. De vives tensions ont opposé les Kenyans aux Britanniques et bien sûr, le peuple kenyan revendiquait ses terres, ses richesses, sa liberté, mais au-delà, son indépendance. Mais le gouvernement, sous les hautes instructions de la reine, devenait encore plus virulente, encore plus insistante, encore plus agressive avec ces peuples qui revendiquaient leur indépendance, faisant ainsi la sourde oreille. Ce qui a contribué à attiser le feu dans ce pays qui jusque-là était pacifique. C'est dans ce contexte glaçant que va émerger le mouvement des Mau Mau à la fin des années 40. Les Mau Mau sont des militants nationalistes qui se sont donnés pour but de libérer leur pays, de récupérer les droits de leur pays vis-à-vis du dominant, du colonisateur. Le mouvement va naître dans les zones montagneuses du Kenya et très vite, il va totaliser près de 250 000 adhérents, ce qui démontre réellement le ras-le-bol du peuple kényan. Les Mau Mau disaient avoir pour but de rendre le Kenya aux Kenyans. Juste ça. À cette époque, au Kenya, il y avait plusieurs mouvements nationalistes, mais les Mau Mau étaient le mouvement nationaliste le mieux organisé, le mieux structuré et ils étaient encore plus déterminés que les autres. Ce qui leur a valu très tôt une inflexibilité des colons et une agressivité vorace. Dès l'émergence des Mau Mau, la riposte des colons a été brutale. Après de longues années de préparation dans les brousses avec des méthodes souvent de maquisards, les Mau Mau vont de plus en plus sortir pour aller chercher l'oppresseur dans les villes avec de plus en plus de brutalité. Car pour eux, cette forme d'esclavage n'avait que trop duré. Ainsi, ils attaquèrent de plus en plus des Kenyans qui collaboraient, qui sympathisaient avec les colons, donc des collabos, mais surtout les colons qui avaient des fermes, qui géraient des administrations, qui géraient des entreprises. En fait, ils passaient à un niveau supérieur de brutalité. En octobre 1952, le mouvement des Mau Mau atteint son paroxysme en termes d'agressivité et tout le monde ne parle que de ça. La réponse de la métropole ne se fera pas attendre très longtemps, car en 1953, la Grande-Bretagne va envoyer un nouveau gouverneur au Kenya afin de mater la rébellion. Je l'ai nommé Sir Evelyn Baring. La Grande-Bretagne envoie Sir Evelyn Baring pour calmer, je dirais, pour mater la rébellion, peu importe des moyens. Le pays sera ainsi mis en état d'urgence et la plupart des grands leaders d'opinion politique seront enfermés afin de déstabiliser les Kenyans, afin qu'il n'y ait plus de leaders, afin que le peuple soit perdu. Cette fois, la Grande-Bretagne, les colons, la métropole déclarera vraiment la guerre aux Mau Mau. Pour que vous compreniez à quel point la réponse de la Grande-Bretagne a été brutale, elle n'a pas hésité à faire venir un commando et des forces spéciales au Kenya pour mater la rébellion. Mais malgré cela, les Mau Mau vont tenir tête et résister. Ouais, en vrai, ils ne tiendront pas longtemps. Plus sérieusement, ils n'auront pas de chance. Pas du tout.
Durant cette période sombre de l'histoire du Kenya, les Britanniques vont élever le niveau de brutalité en instaurant des camps de concentration où seront stockés, entassés, amassés des Kenyans comme de vulgaires choses. Ces camps seront appelés Kikuyu Reserves, du nom de la tribu majoritaire qui menait cette révolte. Ainsi, dans ces camps seront déportés des milliers et des milliers de Kenyans sous le nez et la barbe de l'opinion internationale, sous le nez de la reine d'Angleterre qui, une fois de plus, n'aura rien vu, ne dira rien, ne fera rien, alors que quelques mois avant les massacres, la jeune Elizabeth II à l'époque était au Kenya. Dans ces camps, les colons britanniques commettront des viols, des massacres, des tueries, toutes les choses les plus horribles, imaginables, tout ce qu'on peut faire dans un camp de concentration quand on pense que personne ne nous voit. Bilan des courses, plus de 100 000 Kenyans tués durant cette période et plus de 300 000 Kenyans déportés et ayant vécu dans des camps de concentration. Malgré la fin macabre de cette révolte des Mau Mau, ce sera bien évidemment le premier grand mouvement de résistance que la Grande-Bretagne va subir dans le cadre de sa colonisation en Afrique. Et les Kenyans, à travers la crise des Mau Mau, sont ceux qui vont ouvrir la porte de l'indépendance, de la lutte pour la libération dans l'Afrique anglophone, à l'image de ce que les Algériens feront également vis-à-vis de la France pour l'Afrique francophone. Depuis le décès de la reine Elisabeth II, des voix s'élèvent de plus en plus en Afrique du Sud dans l'optique de rapatrier le plus gros diamant pur qui n'ait jamais été découvert par l'homme. Il s'agit de la grande étoile d'Afrique, encore connue sous le nom de Cullinan. Diamant extrait le 26 janvier 1905 près de Pretoria en Afrique du Sud. D'une valeur équivalente au PIB de pays tels que le Libéria ou encore le Lesotho, soit 2 milliards de dollars. Ce diamant était tellement énorme qu'il a failli le tailler en 9 morceaux pour l'exploiter. Délicatement taillé et déposé sur le sceptre de la couronne royale britannique, ce diamant a été porté fièrement par la reine d'Angleterre pendant ses 70 ans de règne. You know, it would have been up to about there when my father wore it. I mean, it was huge then. Yes, very unwieldy. It's difficult to always remember that diamonds are stones, so they're very heavy. Yes. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. Qui n'a pas semblé gêné de parader pendant toutes ces années avec un diamant, symbole de colonialisme et d'impérialisme, tout en ignorant avec flegme les demandes incessantes de réparation et de rapatriement du peuple sud-africain. Selon une version officielle répandue par l'Angleterre, ce diamant serait une propriété privée acheté par le gouvernement colonial sud-africain et offert au roi Édouard VII sans que les Sud-Africains ne soient informés. Mais ce narratif qui a été rédigé, diffusé, publié par le vainqueur, par la Grande-Bretagne, est aujourd'hui démenti par des chercheurs sud-africains qui ont tenté de démontrer que l'Afrique du Sud aurait été spoilée de ce précieux diamant, pointant entre autres l'illégalité de cette transaction vis-à-vis du peuple sud-africain. Qu'à cela ne tienne, plus que jamais depuis le décès de la reine Elisabeth II, l'opinion publique sud-africaine, par tous les moyens possibles, réclame vivement le retour de ce diamant dans les musées de leur pays. N'hésitons pas à faire des pétitions comme ils peuvent. Le dossier a même été porté au Parlement par un député sud-africain. Alors, de vous à moi, pensez-vous que ces diamants devraient rester en Grande-Bretagne ou alors qu'ils seraient mieux exploités dans les musées d'Afrique du Sud? Réponse dans les commentaires. Au sortir des indépendances, la Grande-Bretagne créa le Commonwealth. Ceci dans le but d'entretenir des relations spéciales avec les anciennes colonies. Il s'agit ici de les accompagner, de les conseiller pour que les nouveaux leaders soient capables de... Vous mentez, monsieur. Vous mentez le matin, vous mentez à midi, vous mentez le soir, vous mentez comme vous respirez. Il s'agissait de faire du néocolonialisme. Point barre. Mais avant tout, c'est quoi le Commonwealth?
Le Commonwealth, ou Communauté des Nations, est une organisation internationale composée de 56 États actuellement. Presque tous sont des anciens États de l'Empire colonial britannique, mis à part la Mozambique, le Rwanda, mais aussi le Togo et le Gabon qui ont intégré le Commonwealth il y a peu. Le Commonwealth n'est pas une organisation internationale ultra structurée, ultra complexe, avec un budget très important. Pas du tout. Il s'agit surtout d'un espace de rencontre, d'échange, d'opportunités, d'échanges culturels entre les différents pays membres. Organisation qui a été chapeautée pendant de très longues années par la reine Elisabeth II. Ainsi, à l'époque des indépendances, pour les nouveaux pays indépendants, il s'agissait de faire l'indépendance dans l'interdépendance. Ah. Une manière de prolonger un peu la domination sous un nom un peu beaucoup plus séduisant. Oui. Malgré le peu d'avantages que le Commonwealth peut représenter de prime abord, quasiment tous les territoires de l'ancien Empire britannique ont adhéré à l'organisation. Et ceci pour plusieurs raisons, dont les trois suivantes. L'aliénation économique, car au sortir de l'indépendance, il y a eu un certain conditionnement de l'économie des nouveaux pays indépendants. En d'autres termes, l'indépendance économique n'a pas suivi d'aussitôt. Il y avait encore un vrai attachement, une vraie dépendance économique vis-à-vis de l'ex-pays colonisateur. Deuxième argument, une relation souvent très spéciale entre l'élite du pays et les anciens colons. En effet, l'élite dirigeante avait de rapports très proches avec les colons et avait même souvent étudié dans l'ex-pays colonisateur, et souvent quand ils rentraient au pays, ils se sentaient un peu britanniques à l'occurrence. Nous pouvons prendre l'exemple de Jomo Kenyatta, qui a été le premier président du Kenya, mais qui a tout de même étudié à la London Business School et qui savait entretenir une certaine proximité avec les Britanniques. Et la troisième raison est un lien culturel noué durant des décennies de colonisation. Nous pouvons prendre le cas notamment de la langue. Le fait de partager la même langue rend souvent l'adhésion évidente. Durant son règne, la reine Elisabeth II a œuvré pour le maintien du Commonwealth. C'était son petit bébé. N'hésitons pas à esquisser un petit pas de zouk avec Kwame Nkrumah quand ce dernier menaçait de quitter le Commonwealth. En gros, si tu voulais danser avec la reine, il fallait tout simplement menacer de quitter le Commonwealth. En somme, elle était prête à tout pour son Commonwealth, mais bien sûr, parce que son pays y trouvait ses intérêts. Car le but ici était de maintenir l'Empire britannique, même après les colonisations, en ayant une version 2.0 de l'Empire britannique. Ce qui est tout à fait louable quand on est anglais ou britannique, car chaque État défend ses intérêts. Même si des États tels que l'Australie et la Jamaïque se préparent à quitter le Commonwealth, il faut dire que cette organisation est d'une importance tout à fait particulière pour la Grande-Bretagne, surtout depuis le Brexit et donc sa sortie de l'Union européenne. En effet, plus que jamais, la Grande-Bretagne a l'occasion de refaire son statut de puissance globale en se positionnant comme leader économique, politique et culturel d'un bloc d'États. Mais ma crainte est que ces ambitions soient assouvies au détriment de certains États plus faibles, souvent incapables de défendre leurs intérêts dans ce type d'organisation. Mais bien sûr, il ne s'agit en aucun cas pour les pays africains de se retirer du Commonwealth, comme comptent le faire certains pays actuellement. Car nous vivons dans un monde où les relations internationales entre États sont en pleine reconstruction et qu'il est surtout question pour les États africains de savoir choisir leurs partenariats bilatéraux et multilatéraux, tout en se détachant des partenariats qui ne leur apportent rien. Je pense même que les partenariats bilatéraux et multilatéraux seront à encourager dans un monde qui sera de moins en moins polarisé autour de l'ogre américain. Mais encore, faudrait-il avoir des objectifs clairs et précis à atteindre dans le cadre de chaque partenariat. Est-ce le cas des pays africains au sein du Commonwealth ?